La grande salle de la garde de fer n'avait jamais été aussi silencieuse, et Karina ne s'était jamais sentie aussi observée. C'était ça qui était étrange. Un millier de loups se tenaient épaule contre épaule sous les loups de pierre sculptés qui gardaient les chevrons, et aucun d'eux ne la quittait des yeux. D'habitude, personne ne la regardait. Elle était la fille qui balayait les cendres des foyers avant l'aube, la fille qui raccommodait les capes déchirées et ne demandait jamais quel sang les tachait. La fille sans nom de maison, sans blason de meute, sans mère pour la réclamer. Ce soir, pour la première fois en 19 hivers, tous les yeux du royaume l'avaient trouvée. Et c'était parce qu'ils voulaient tous la voir se briser. Elle ne leur donnerait pas ce plaisir. Karina se tenait au bord du sol en pierre dans une simple robe grise. Ses mains étaient si serrées que ses jointures étaient devenues blanches. Des torches éclairaient la salle, projetant une longue lumière dorée sur des visages allant du curieux au cruel. Quelque part derrière la foule, elle savait que Hedy la regardait aussi. La vieille cuisinière n'avait rien à faire près du sol cérémoniel. Elle avait soudoyé quelqu'un pour obtenir un poste de servante le long du mur du fond, juste pour être près d'elle. Karina gardait le dos droit, comme Hedy le lui avait appris, depuis qu'elle était une fillette trop petite pour atteindre la bassine sans un tabouret. « Relève le menton, ma fille. Un loup sent la peur avant de la voir. Ne leur donne rien à sentir. » Au fond de la salle, sur une estrade taillée dans la pierre noire des montagnes, se tenait le roi Alpha Thorin Asheville. Même maintenant, même en sachant ce que cette nuit lui coûterait, sa vue lui coupait le souffle. Thorin était bâti comme les montagnes que ses ancêtres avaient revendiquées. Il était large d'épaules, les cheveux sombres, avec une mâchoire qui semblait sculptée plutôt que née. Ses yeux étaient d'un ambre ardent qui l'avait autrefois regardée, comme si elle était la seule chose chaude dans un monde froid. 9 meutes lui obéissaient. 10 000 loups l'appelaient leur roi. Et pendant 8 mois, dans des jardins où personne d'autre ne marchait, dans des couloirs que personne d'autre ne gardait, il l'avait appelée sienne. « Tu es ma véritable âme sœur, Karina », lui avait-il murmuré dans les cheveux il y a quelques semaines à peine. Son souffle était chaud dans l'air froid du jardin. « Peu importe ce que le conseil me présente ce soir, ça ne change rien. Quand le moment viendra, je te choisirai devant eux tous. Je te le promets. » Elle l'avait cru comme une affamée croit à l'odeur du pain. Complètement, voracement, sans trop réfléchir à la facilité avec laquelle une odeur peut être un mensonge. Sa main se posa à peine sur son ventre, caché sous les plis de laine grise. Un secret grandissait en elle. Elle ne le savait que depuis 4 jours. Elle avait prévu de le lui dire ce soir, après qu'il l'ait réclamé devant le royaume, après que le mensonge du secret soit enfin terminé. Et qu'elle puisse dire son nom à voix haute, sans craindre ce que cela pourrait leur coûter à tous les deux. Les candidates vont se présenter. Appela la prêtresse de la meute, et les grandes portes s'ouvrirent. 5 femmes gravirent les marches de l'estrade en robes de soie blanche. C'étaient les filles des meutes les plus riches de la garde de fer. Karina en reconnut 2 de vue lors des festins du conseil. Elle avait servi des filles calmes et belles qui semblaient aussi incertaines qu'elle ce soir. Au centre d'elle marchait Sable Thorn. Ses cheveux étaient noirs comme une aile de corbeau. Un sourire était figé sur sa bouche, mais il n'atteignait jamais ses yeux pâles. La maison Thorn régnait sur les territoires d'Amberin au sud. Leurs guerriers se comptaient par milliers. Leur coffre était plus profond que la mer. Sable n'avait pas caché, à voix basse dans les cuisines, qu'elle avait l'intention de s'asseoir sur le trône de la garde de fer avant la fin de l'année. Il y avait quelque chose de presque cassant dans la façon dont elle tenait son menton, remarqua Karina. Mais elle était trop loin et trop consumée par sa propre peur pour se demander ce que cela signifiait. Karina chercha sur le visage de Thorin un signe de l'homme qui avait pressé son front contre le sien, l'homme qui avait juré que le monde ne pourrait pas les séparer. Elle ne trouva rien. Sa mâchoire était crispée, ses mains pendaient immobiles à ses côtés, aussi figées qu'un homme taillé dans la même pierre que son trône. Même sa respiration, pensa-t-elle en regardant son torse se soulever et s'abaisser de l'autre côté de la salle, semblait délibérée, comptée, contrôlée. Comme un homme respire quand il retient quelque chose d'énorme derrière ses dents. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentit avant de le comprendre. Un mince fil chantant dans sa poitrine. Le lien qui vivait là depuis la nuit où il l'avait marqué pour la première fois. 3 mois plus tôt, sur sa clavicule, là où personne ne pouvait le voir. À travers ce fil, elle avait toujours pu le sentir, chaud et proche, même de l'autre côté de la forteresse, même à travers les murs de pierre. Ce soir, le fil semblait de glace,
Roi Alpha Taurine Asheville, entonna la prêtresse, sa voix portant jusqu'à chaque recoin de la salle. Vous vous tenez devant les 9 meutes pour nommer votre âme sœur. La garde de fer attend votre parole. Le silence s'étira si longtemps que Karina cessa de respirer. Sa marque stellaire, la petite marque en forme de croissant de lune cachée sous son col, commença à brûler. « Regarde-moi », le supplia-t-elle en silence. Elle projetait sa pensée à travers la distance qui les séparait, comme elle avait autrefois imaginé pouvoir le faire quand ils étaient allongés ensemble dans le noir. « Regarde-moi, c'est tout. Dis-moi que c'est une formalité, comme tu l'as promis. » Taurine s'avança. Ses mouvements étaient étranges, raides. Comme un homme marchant dans l'eau profonde, au lieu de traverser une pierre polie. Elle l'avait vu traverser ce même sol une centaine de fois, au conseil, au festin. Une fois même en la poursuivant en riant dans les jardins de la cuisine, quand elle avait volé le dernier gâteau au miel avant lui. Elle ne l'avait jamais vu bouger comme ça. « Je choisis », dit-il, et sa voix se brisa en deux. Pendant un battement de cœur, un unique battement de cœur fracturé, ses yeux trouvèrent les siens à travers la salle bondée. Et à cet instant, Karina vit quelque chose qui lui fendit la poitrine. Pas de l'amour, pas de l'indifférence, mais de l'angoisse. Brute et suffocante, piégée derrière un mur qu'il ne semblait pas pouvoir briser. Peu importe à quel point quelque chose en lui semblait se battre pour l'atteindre. Puis ce fut parti, lissé comme l'eau se refermant sur une pierre. Je choisis sable de la maison Thorne. La salle explosa de bruit. Des acclamations, des hurlements d'approbation. Le tonnerre d'un millier de pieds frappant le sol de pierre pour célébrer une alliance scellée en 4 mots. Quelque part dans ce bruit, Karina crut entendre la voix de Hedy se couper net. Un petit son étranglé, avalé par la foule autour d'elle. Karina sentit le lien dans sa poitrine se tordre comme une corde tendue, puis arrachée sur le côté. Sa marque s'embrasa d'une douleur si soudaine qu'elle faillit crier. Elle pressa sa paume contre son col et força son dos à se redresser encore plus. Comme on le lui avait appris, comme elle s'était promis de le faire, peu importe ce qu'il dirait. Personne ne la regardait maintenant, et étrangement, c'est ce qui la sauva. Car dans l'espace entre les acclamations et son propre cœur brisé, quelque chose s'éleva sous la douleur. Pas le désespoir, la fureur, la fierté, un refus, net et tranchant comme une lame, de les laisser la regarder s'effondrer, dans la seule pièce du royaume qui n'avait jamais été bienveillante avec elle. La prêtresse leva les mains pour demander le silence. L'alpha a choisi. Une voix s'élève-t-elle contre ce lien? Karina bougea avant même d'avoir décidé de le faire. Aucune voix ne s'y oppose, dit-elle, et ses mots tranchèrent net à travers les acclamations mourantes. Calme, mais portant d'une manière ou d'une autre jusqu'à chaque recoin de l'immense salle. Toutes les têtes se tournèrent. Karina releva le menton et trouva les yeux de Taurine à travers la distance qui les séparait. La couleur avait complètement quitté son visage. Et pendant une terrible seconde, elle pensa qu'il pourrait vraiment descendre de l'estrade et venir à elle, au diable la couronne, le conseil et le royaume. « Je ne conteste pas ce lien, dit-elle, stable malgré le tremblement de terre derrière ses côtes. Je l'accepte. » Une vague de confusion parcourut la foule. Des murmures s'élevèrent comme de la fumée. Quelqu'un près du devant rit d'incrédulité. « Mais je ne m'adresse pas à votre prêtresse, » continua-t-elle, et son regard ne le quitta jamais. « Je m'adresse à vous. » Elle leva la main et toucha de 2 doigts son col. La marque qui avait été son espoir et sa folie. La marque qu'elle avait autrefois cru être une promesse et qu'elle comprenait maintenant ne serait peut-être qu'une blessure. « Je vous ai entendu la première fois, Alpha. » La salle devint silencieuse. Pas le silence poli d'une cérémonie qui retient son souffle. Le silence stupéfait, profond, d'un millier de loups qui n'avaient jamais vu une oméga tourner le dos à un roi avant qu'il ne la congédie. Et puis, lentement, Karina sourit. Ce n'était pas un sourire heureux. Ce n'était même pas, si elle était honnête avec elle-même, entièrement sain d'esprit. C'était le sourire d'une femme qui venait de décider, en l'espace d'un souffle, qu'elle préférait brûler le monde de ses propres mains plutôt que de le laisser la regarder pleurer. Surtout devant des gens qui n'avaient jamais pensé qu'elle valait leur pitié. Karina. La voix de Taurine se brisa à travers la salle, rauque et fissurée. Et pendant un instant, le masque glissa si loin qu'elle vit l'homme en dessous, les yeux fous et désespérés. Elle n'attendit pas qu'il finisse. Elle se tourna,
Et, le menton toujours haut et le cœur en ruine derrière un masque de calme, elle marcha. Pas vers le passage des serviteurs où était sa place, mais vers les grandes portes elles-mêmes. Celles qu'aucune oméga n'était autorisée à utiliser sans y être invitée. Celles réservées aux seigneurs, aux rois et aux rares invités d'honneur. Personne ne l'arrêta, personne n'osa. Un millier de loups s'écartèrent autour d'elle comme l'eau autour d'une lame. Et les gardes aux portes, les mêmes gardes qui l'avaient autrefois renvoyé de ce même seuil pour le crime de porter un balai, regardèrent son visage et s'écartèrent simplement. Quelque chose dans leurs expressions était plus proche de l'admiration que du renvoi. Elle franchit les portes de la grande salle sans y avoir été invitée. Derrière elle, elle entendit le roi de la garde de fer l'appeler une fois de plus, et elle entendit son nom se briser complètement sur la deuxième syllabe. Elle ne se retourna pas. Elle ne lui donnerait pas ça non plus. Ce n'est que lorsque les grandes portes se refermèrent derrière elle, avalant la lumière, la musique et le son de sa voix, que Karina laissa ses genoux fléchir. Elle se rattrapa contre la pierre froide des marches extérieures. Son corps tout entier tremblait. Le sourire qu'elle avait porté comme une armure glissa enfin de son visage, maintenant que personne ne pouvait le voir tomber. Derrière ces portes, un royaume célébrait. Devant elle, dans le noir, une fille qui venait de tout abandonner se tenait seule. Avec rien d'autre qu'une marque qui ne cessait de brûler et un secret qu'elle n'avait pas eu la chance de dire à qui que ce soit. Pour comprendre comment une servante en était venue à se tenir dans la salle d'un roi et à lui tourner le dos, il fallait comprendre comment elle en était venue à l'aimer. Et pour comprendre cela, il fallait remonter 8 mois en arrière, dans un jardin d'hiver où poussaient les fleurs de nuit. Karina était née d'une guérisseuse nommée Iseult, une femme que les meutes trouvaient étrange pour la façon dont les plantes semblaient se pencher vers ses mains. Et les blessures semblaient se refermer plus vite sous son toucher qu'aucun médecin ne pouvait l'expliquer. Certains des serviteurs les plus âgés murmuraient encore qu'Iseult venait d'une lignée plus ancienne que les meutes elles-mêmes. Des voyantes de la lune, les appelaient-ils, une demi-légende à l'époque. Des femmes qui, disait-on, portaient la lumière des étoiles dans leurs veines au lieu de sang de loup ordinaire. Personne n'avait de preuves. Personne n'avait vu une vraie voyante de la lune depuis 3 générations. Iseult était morte quand Karina avait 6 ans. Pauvre et oubliée de tous, sauf d'une poignée de femmes de cuisine. Elle n'avait laissé derrière elle qu'une petite bague en argent et un avertissement que Karina n'avait jamais vraiment compris. « Ne les laisse jamais voir ce que tu peux faire, ma petite étoile », lui avait dit sa mère une fois. Elle traçait du bout du doigt la paume de Karina à la lueur d'une bougie, peu de temps avant que la fièvre ne l'emporte. Certains dons sont dangereux pour ceux qui les portent. Le monde ne remercie pas les femmes comme nous d'être rares. Il demande seulement ce que nous valons. Après cela, Karina grandit dans les quartiers des serviteurs de la grande salle. Elle apprit à récurer les sols, à raccommoder les capes et à disparaître dans les coins. La seule gentillesse qu'elle trouva vint de Hedi, la chef cuisinière, une femme large et chaleureuse qui lui glissait du pain quand les repas étaient maigres. Et la grondait comme une fille quand elle rentrait trempée par la pluie. « Tu as les mains de ta mère », lui dit Hedi une fois, en retournant les paumes de Karina à la lueur de la bougie du foyer de la cuisine. « Fais attention à qui tu les montres, ma fille. Cette salle dévore tout ce qu'elle juge trop tendre pour se battre. » Elle avait 17 ans la première fois que Thorin la regarda vraiment. C'est arrivé dans les jardins de la cuisine, après minuit. Elle s'était glissée dehors pour respirer un air qui ne sentait pas la cendre et le mensonge. Elle ne l'avait pas entendu approcher, ce qui aurait dû lui dire quelque chose. Car les pas d'un roi étaient rarement inaudibles pour quiconque, jusqu'à ce que sa voix vienne, basse, de l'obscurité. « Tu n'as pas peur de moi ?» Elle se tourna, surprise, pour trouver le roi Alpha Thorin Ashville, debout parmi les fleurs de nuit touchées par le gel. Il avait les mains dans les poches et une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Pas de couronne, pas de garde. Rien ne le distinguait d'un homme fatigué sorti trop tard. « Devrais-je avoir peur ?» avait-elle demandé avant de pouvoir se retenir. Et elle regretta immédiatement son audace. Quelque chose sur son visage avait changé alors. De la surprise peut-être, ou du soulagement. Comme s'il avait attendu longtemps que quelqu'un lui réponde honnêtement au lieu de s'incliner. « Tous les autres ont peur, dit-il. Tous les autres veulent quelque chose de vous, répondit-elle. Pas moi. Je veux que vous bougiez, vous êtes sur la menthe. Il avait ri à cela. Un vrai rire, bas et surpris.
Le genre de rire qui fit fuir 2 des chats de la cuisine de sous la haie. Et quelque chose entre eux avait simplement commencé, comme un feu commence d'une seule étincelle négligente. Il retourna au jardin la nuit suivante, et la suivante. Il invoquait toujours une excuse. Il ne pouvait pas dormir. Il voulait du calme. Les étoiles se voyaient mieux depuis le mur de la cuisine que depuis la tour. Karina reconnaissait un mensonge quand elle en entendait un. Elle le laissa le dire quand même, parce que la vérité en dessous était qu'il avait commencé à venir là pour elle. Les mois passèrent. Ce qui avait commencé comme des conversations volées devint des heures volées. Et les heures volées devinrent quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer en plein jour. Il lui parla du poids de gouverner 9 meutes qui se détestaient toutes secrètement. Des sessions du conseil qui duraient jusqu'à l'aube, discutant de céréales, de droits frontaliers et de vieilles rancunes dont personne en vie ne se souvenait du début. Elle lui parla de sa mère, de la chaleur étrange qui vivait parfois dans ses mains quand elle touchait quelque chose de cassé. D'une enfance passée à apprendre exactement à quel point une fille devait se faire petite pour survivre dans un endroit comme la grande salle. Aucun d'eux ne parla de ce qui arriverait, quand le conseil exigerait qu'ils se marient pour une alliance, pas pour le pouvoir. Il était plus facile de prétendre que le monde extérieur n'existait pas, que d'affronter ce qu'ils finiraient par lui demander. Ils voudront du sang Thorn ou du sang Ember, ou quelque chose avec une armée attachée, admit Thorin une nuit. Il était allongé dans l'herbe givrée, la tête de Karina sur sa poitrine. Ses doigts traçaient des formes oisives sur son cœur. Ils l'ont toujours voulu. Mon père a épousé ma mère pour la même raison. L'amour était quelque chose qu'il a trouvé après, s'il l'a trouvé du tout. Et toi, que veux-tu? Avait demandé Karina, bien qu'elle ait presque peur de la réponse. Il resta silencieux un long moment. Assez longtemps pour qu'elle se persuade presque qu'il n'allait pas répondre du tout. Puis il prit sa main et la pressa à plat sur l'endroit où son cœur battait le plus vite. « Je veux la seule chose dans ce royaume qui ne m'a jamais rien demandé. » Il y eut des nuits plus difficiles aussi. Des nuits qu'elle se permettait rarement de se remémorer plus tard. Hedi l'avait découvert la première. Elle avait surpris Karina se faufilant par la porte de la cuisine à une heure indécente, avec des taches d'herbe sur son ourlet et quelque chose d'indubitable écrit sur tout son visage. La vieille cuisinière n'avait pas crié. Elle avait seulement fait asseoir Karina à la table de cuisine marquée de cicatrices et lui avait tenu les 2 mains très fermement. « Je ne vais pas te dire d'arrêter, » avait dit Hedi, « parce que je t'ai mieux élevé que de penser que tu écouterais. Mais souviens-toi de mes paroles, ma fille. Les rois épousent des royaumes, pas des jardins. Aussi doux qu'il soit avec toi dans le noir, le conseil décidera qui s'assiera à côté de lui sur ce trône, et il ne te demandera jamais ce que tu veux. » Elle avait serré les mains de Karina assez fort pour lui faire mal. « J'ai vu cette salle briser des filles plus tendres que toi pour moins que ça. Promets-moi que tu garderas quelque chose pour toi, au cas où. » Karina avait promis. Elle n'avait finalement pas pu tenir sa promesse. Il y avait eu une nuit, 2 mois avant la cérémonie du choix, où la peur de ce qui allait arriver avait failli tout finir avant même que ça ne commence. Karina avait entendu 2 conseillers dans le couloir devant les cuisines. Ils discutaient des candidates déjà préparées pour la cérémonie. Le nom de Sable Thorn était mentionné avec une sorte d'inévitabilité résignée, comme si l'affaire avait déjà été décidée bien avant qu'un choix formel n'ait lieu. Elle était allée au jardin cette nuit-là, non pas pour rencontrer Thorin, mais pour être seule, pour se permettre de pleurer là où personne ne la verrait. Certaine soudain qu'elle avait construit tout un avenir sur une promesse qu'aucun roi ne pouvait réellement tenir. Il la trouva là quand même, recroquevillée contre la base du vieux mur de pierre. Il ne dit pas un mot au début. Il s'assit simplement à côté d'elle dans le gel, assez près pour que son épaule presse la sienne, et attendit. « J'ai entendu ce qu'ils disent sur la cérémonie du choix », admit-elle finalement, sans le regarder. « Sur la maison Thorn, sur le fait que c'est déjà décidé. Les ragots de la cour ne décident de rien, dit Thorin, bien que quelque chose de tendu soit entré dans sa voix. C'est moi qui décide. Vraiment? Demanda-t-elle, se tournant pour le regarder correctement pour la première fois. Parce que de là où je suis assise, Thorin, il semble que 9 meutes et un conseil de vieillards ont déjà décidé pour toi. Et tout ce qui reste, c'est la cérémonie pour le rendre officiel. Je ne veux pas être une fille dans un jardin que tu visites à minuit, parce que c'est plus facile que d'affronter ce que tu dois réellement à ton royaume.
Il resta silencieux un long moment, et quand il parla enfin, sa voix n'avait aucune de sa confiance habituelle. « Tu as raison de dire que je dois beaucoup à ce royaume, dit-il lentement. Je lui dois la paix, la force, et des meutes qui ne se déchirent pas pour de vieilles rancunes. Mais je ne lui dois pas mon cœur, Karina. Cela n'a jamais fait partie du marché que mon père a conclu en prenant cette couronne, et ça ne fera pas partie du mien. » Il lui avait pris le visage entre ses mains, la forçant à soutenir son regard. « Je ne peux pas te promettre que le conseil rendra les choses faciles. Je ne peux même pas te promettre que ça se passera comme nous le voulons. Mais je peux te promettre que quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais un secret dont j'ai eu honte. Seulement un secret que j'essayais désespérément de protéger. » Elle avait voulu si désespérément croire chaque mot. Et y repensant plus tard, depuis une chaumière en ruine, 5 mois et une vie plus tard, elle comprendrait qu'il lui avait dit la vérité, à sa manière maladroite et effrayée. Simplement pas toute la vérité, sur ce que la protéger leur coûterait finalement à tous les deux. La nuit où il l'a marqué, 3 mois avant la cérémonie du choix, il s'était agenouillé dans ce même jardin et avait demandé. Vraiment demandé, pas commandé. Ce qu'elle comprendrait plus tard être plus rare d'un alpha que n'importe quelle couronne, si elle le laisserait faire. Elle se souvenait de la morsure de ses dents sur sa clavicule, vive puis chaude, et de la façon dont le lien avait éclos entre eux comme un second battement de cœur vivant dans sa poitrine, et de la façon dont il avait pleuré silencieusement après, son visage pressé contre ses cheveux, ne disant rien pendant un long moment. « Tu es à moi, lui dit-il, le front pressé contre le sien, la voix rauque. Peu importe ce que le conseil veut, peu importe les jeux qu'il joue à la cérémonie du choix, c'est une formalité, Karina. Quand le moment viendra, je me tiendrai devant eux tous, et je te choisirai. Je le jure sur la tombe de ma mère. » Elle l'avait cru complètement. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le seigneur Cashen Thorne avait passé ce même hiver à acheter des loyautés à l'intérieur même des murs de la grande salle. Un capitaine de la garde ici, un conseiller là. De l'argent passé assez discrètement pour que personne ne pense à le tracer. Cashen Thorne voulait sa fille sur le trône de la garde de fer. Et il n'était pas un homme qui laissait les résultats au hasard ou à l'amour. Il avait vu ses rivaux s'élever et tomber pendant 30 ans en comprenant une simple vérité. Le cœur d'un roi était une chose tendre, et les choses tendres pouvaient toujours être pressées jusqu'à ce qu'elles cèdent ce que vous vouliez. 4 jours avant la cérémonie du choix, Thorin avait été convoqué à une session privée du conseil qui dura tard dans la nuit. Il revint dans la petite chambre de Karina après, pâle d'une manière qu'elle n'avait jamais vue sur lui. Ses mains étaient instables, alors qu'il tenait son visage entre elles. Ses pouces traçaient ses pommettes, comme s'il essayait de les mémoriser. « Quoi qu'il arrive, lui dit-il, quoi que tu m'entendes dire, tu dois me faire confiance et savoir que ce n'est pas toute la vérité. Thorin, tu me fais peur. J'ai besoin que tu me fasses confiance, dit-il à nouveau, plus urgent cette fois. Et il y avait eu quelque chose dans ses yeux cette nuit-là, qu'elle passerait des mois à essayer de nommer. Pas le doute, pas la faiblesse, quelque chose de plus proche du chagrin, porté en avance pour une blessure qui n'était pas encore arrivée. Quoi que je dise demain soir, quoi que je choisisse, j'ai besoin que tu saches que quelque part en dessous, je te choisis toujours. Toujours, même si ça n'en a pas l'air. Elle n'avait pas compris alors. Elle le comprendrait bien trop tard. 3 jours plus tard, elle se tenait au bord d'une estrade cérémonielle dans une robe grise, pendant que l'homme qui l'aimait en choisissait une autre devant un millier de témoins. Et elle sortit par des portes qu'aucune servante n'était jamais autorisée à utiliser. L'air de la nuit frappa Karina comme de l'eau froide, dès qu'elle passa les marches extérieures de la grande salle, et le masque qu'elle avait porté devant un millier de loups se brisa enfin, miséricordieusement. Elle ne courut pas. Pas au début. Elle resta simplement dans la cour sombre, les bras enroulés autour d'elle. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient, tandis que derrière les portes closes, le son de la célébration continuait sans elle. Musique, rire, un royaume se réjouissant du choix de son roi, comme si rien ne s'était passé. Comme si les 8 derniers mois de sa vie n'avaient tout simplement jamais existé. Il m'a regardé avec du chagrin dans les yeux, pensa-t-elle, engourdie, marchant sans véritable direction. Et il a quand même dit son nom. Il a quand même laissé 1 millier de personnes l'acclamer. Sa marque brûlait contre sa clavicule. Pas la chaleur décroissante d'un lien qui se dissout,
ce à quoi tous les textes qu'elle avait réussi à lire dans la petite bibliothèque de la salle lui disaient de s'attendre. Mais une chaleur profonde et insistante qui ne semblait que s'intensifier, plus elle restait là. Cela l'effrayait plus que le rejet lui-même, d'une manière étrange. Un lien rompu était censé devenir silencieux. Les vieux textes des guérisseurs étaient tous d'accord là-dessus. Le sien hurlait. Elle se força à marcher. Le temps qu'elle atteigne le Don Ulcer, étroit escalier de service menant à sa chambre, ses mains avaient cessé de trembler assez pour faire ses bagages. Il n'y avait pas grand-chose à prendre. 2 robes, une pochette de menthe séchée que Hedy lui avait donnée pour les nausées matinales, dont elle n'avait encore parlé à personne, et la bague en argent de sa mère, le seul héritage qu'elle avait au monde. À la petite fenêtre, elle s'arrêta et regarda en arrière vers la cour, vers la grande salle, toujours flamboyante de lumière et de son, ses fenêtres dorées contre l'obscurité, comme un royaume qui n'avait jamais eu besoin d'elle pour être heureux. « Puisse-t-elle te donner tout ce que je n'ai pas pu ?» murmura Karina à la vitre. Et elle se détesta un peu de le penser. Et elle se détesta encore plus pour la partie d'elle qui espérait encore bêtement, désespérément, que tout cela n'était qu'une énorme erreur dont elle se réveillerait le matin, toujours blottie contre sa poitrine dans l'herbe givrée. Elle serra sa cape, se glissa par la porte des serviteurs au bord du mur, la même porte basse et à moitié cachée qu'elle avait utilisée 1000 fois pour porter le linge à la rivière, et elle sortit dans l'obscurité de l'hiver avant que quiconque ne pense à la chercher. Elle ne vit pas ce qui se passa à l'intérieur de la salle moins d'1 heure plus tard. Taurine avait à peine tenu jusqu'à la fin des rites de clôture de la cérémonie du choix. Ses mains étaient jointes à celles de sable devant la prêtresse, comme l'exigeait la tradition. Quand le poison de sa propre retenue céda enfin, il s'excusa du festin avec une explication brève et peu convaincante sur des affaires du conseil. Et il parvint jusqu'à la cour vide, avant que ses genoux ne cèdent complètement. Il tomba là, seul, griffant sa propre poitrine, là où le lien brûlait comme une marque retournée vers l'intérieur. Un hurlement s'échappa de lui, si rauque que des loups à 3 forteresses de là levèrent la tête en pleine célébration et s'immobilisèrent avec une terreur qu'ils ne pouvaient expliquer. Ce n'était pas le hurlement d'un roi qui avait gagné quoi que ce soit. C'était le hurlement d'un homme qui venait de se voir faire la seule chose qu'il avait juré pendant 8 mois de ne jamais faire. À la fenêtre de la tour au-dessus de cette même cour, Sablethorn observa son effondrement avec une expression qui n'était pas, à ce moment non gardée, entièrement triomphante. Il y avait de la satisfaction, oui, mais aussi quelque chose de plus froid et de plus compliqué, quelque chose de plus proche du dégoût, dirigé autant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Elle remit une petite fiole de verre dans sa manche. Celle que son père lui avait mise dans la main 3 jours plus tôt, avec des instructions qu'elle n'avait pas vraiment voulu comprendre. Et elle se détourna de la fenêtre avant que quiconque ne pense à lever les yeux et à voir son visage. « Tu as gagné ton alliance, père », murmura-t-elle à la pièce vide de la tour, si bas que personne ne l'entendit. J'espère que ça en valait le coup. Le temps que Taurine atteigne la chambre de Karina, des heures plus tard, défonçant la porte à main nue, elle était vide. Il resta longtemps dans le petit espace dépouillé. Il fixait le lit étroit qu'elle avait fait chaque matin sans faute. Le crochet près de la porte où sa cape aurait dû être accrochée. Et il comprit avec une certitude qui ressemblait à une noyade, exactement ce qu'il avait fait. Et exactement le peu de temps qu'il lui restait pour le défaire avant que les menaces de Cashan Thorn ne deviennent pires que des mots. 4 semaines plus tard, Karina arriva dans un village qui n'existait sur aucune carte digne de ce nom. Val-Cendré était niché dans les collines plissées de la région ouest, oublié de la garde de fer. Assez petit pour qu'aucun collecteur d'impôts ne les dérangeait depuis une génération. Ses habitants posaient peu de questions à la jeune veuve silencieuse qui arriva au cœur de l'hiver avec des yeux creux et des mains de guérisseuse assurée. Elle leur dit que son nom était Reine. Elle leur dit que son mari était mort en défendant un village frontalier dont personne n'avait entendu parler. Ils la crurent parce que le chagrin, réel ou inventé, porte le même visage sur tout le monde. Et Val-Cendré avait enterré assez de ses propres fils et filles pour le reconnaître, sans poser trop de questions. La vieille guérisseuse du village était décédée l'automne précédent, laissant un vide que Karina combla sans le vouloir. Elle remettait les os en place, elle préparait des tisanes contre la fièvre. Elle mit au monde 2 bébés dès son premier mois seul, et les 2 fois, quelque chose de chaud traversa ses mains,
quelque chose pour lequel elle n'avait toujours pas de nom. Quelque chose que sa mère l'avait averti de ne jamais laisser personne voir. À Val-Cendré, si loin de tout que les grands titres ne signifiaient rien, personne ne regardait d'assez près pour le remarquer. Ou peut-être qu'il s'en fichait, tant que les fièvres tombaient et que les bébés respiraient. En échange de son travail, le village lui donna la chaumière abandonnée à la lisière de la forêt. Elle était vide depuis que son dernier propriétaire était mort sans enfant. Elle avait un toit qui fuyait et un foyer fissuré. Et surtout, 4 murs que personne dans la garde de fer ne savait chercher. C'était assez. Il faudrait que ce soit assez. La nuit, seule, Karina pressait ses paumes à plat contre son ventre et sentait le plus petit frémissement de mouvement lui répondre. Les enfants loups grandissaient vite, plus vite que n'importe quelle sage-femme humaine ne le croirait possible. Et dès son 2e mois à Val-Cendré, la vieille femme du village qui venait la voir avait déjà commencé à froncer les sourcils devant sa taille. Elle murmurait des histoires de jumeaux ou d'un louveteau très déterminé. Karina ne dit rien à ce sujet. Elle avait de plus gros soucis. La marque sur sa clavicule ne s'était pas estompée. Au contraire, dans le calme de Val-Cendré, loin du bruit et du chagrin qui l'avait d'abord noyée, elle la remarquait davantage. Une chaleur basse et constante, comme une braise que quelqu'un oubliait d'éteindre. Certaines nuits, elle brûlait si fort qu'elle pressait un linge humide sur sa peau juste pour dormir. Et les pires nuits, dans cet étrange espace ténu entre l'éveil et le rêve, elle sentait quelque chose l'atteindre à travers elle. Pas des mots, une présence, une recherche, une douleur trop grande pour n'appartenir qu'à elle. « Il t'a oublié », se disait-elle encore et encore, jusqu'à ce que les mots deviennent lisses comme des galets de rivière. Il l'a choisi devant tout le royaume. Quelle que soit cette douleur, ce n'est pas lui, ça ne peut pas être lui. Elle y croyait presque certains jours, mais la marque continuait de brûler. Et une partie d'elle, silencieuse et têtue, celle qui s'était autrefois retournée, avait souri et avait franchi des portes sans permission, refusait de laisser la braise s'éteindre complètement. Le printemps arriva lentement dans les collines de l'Ouest, brisant le gel un jour à la fois, à contre-cœur. Et c'est dans cette saison mince et incertaine que tout ce que Karina avait construit à Val-Cendré commença à s'effondrer. Elle avait alors atteint quelque chose de proche de la paix, pas le bonheur. Elle n'aurait pas appelé ça comme ça, mais une stabilité qu'elle ne s'attendait pas à trouver si loin de tout ce qu'elle avait perdu. Les villageois en étaient venus à faire confiance à Reine, la guérisseuse, de la même manière que les petits endroits apprennent à faire confiance à quiconque est utile et silencieux. Elle connaissait les noms de chaque famille à moins de 3 kilomètres. Elle savait lesquels des loups aînés avaient mal aux genoux et quels enfants étaient sujets à la fièvre. Fena, la fille du meunier, s'était nommée l'ombre de Karina. Elle la suivait dans ses tournées et bavardait sur les ragots du village. Karina n'écoutait qu'à moitié. Qui courtisait qui? Quelle vache s'était égarée dans quel jardin? Si le rétameur ambulant passerait avant la foire d'été. Tu n'es pas des collines, n'est-ce pas? Lui demanda Fena une fois. Elle regardait Karina mélanger une pommade avec des mains qui bougeaient trop vite, trop sûrement pour une fille de village. Tu parles différemment quand tu oublies d'y penser. Tout le monde vient d'ailleurs si on remonte assez loin, avait répondu Karina. Et Fena, ayant 15 ans et étant facilement distraite, avait laissé tomber. La vieille Hedy l'aurait aimée. Pensa parfois Karina, en regardant Fena s'éloigner avec un panier d'herbe en équilibre sur une hanche. Hedy lui manquait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Certaines nuits, allongée éveillée, les mains sur son ventre, elle se demandait si la vieille femme avait été punie pour l'affection qu'elle avait montrée à une servante qui avait humilié un roi devant toute sa cour. Son ventre, à ce moment-là, était devenu plus gros que ce que n'importe quel tableau de sage-femme prévoyait. Des jumeaux avaient finalement confirmé la vieille femme, avec cette admiration particulière réservée aux grossesses de loup qui évoluaient plus vite que la nature ne semblait le permettre. Karina resta éveillée de nombreuses nuits, les mains étendues sur la forme de ses enfants. Elle sentait 2 frémissements distincts répondre à ses paumes, et elle se demandait dans quel genre de monde elle les amenait. Un royaume qui les appellerait ce qu'il avait toujours appelé les enfants comme elle, sans nom, sans maison, inférieurs. Elle avait commencé, dans l'intimité de sa propre tête, à leur donner des noms quand même, un nom de garçon et un nom de fille, prononcé seulement dans le noir, parce qu'un petit espoir têtu en elle insistait sur le fait qu'il méritait mieux que d'arriver au monde sans nom, comme elle l'avait été autrefois.
Il y avait aussi un garçon au village, Cad, l'apprenti forgeron, large d'épaules et timide. Il trouvait des raisons de passer devant la chaumière de Karina, plus souvent que le chemin de la forge ne l'exigeait strictement. Il ne disait jamais rien de déplacé. Il laissait seulement une charnière réparée ici, un fagot de petit bois là, rougissant furieusement si elle le surprenait. Fena taquinait Karina sans pitié à ce sujet. Elle insistait sur le fait que tout le village avait parié sur le temps qu'il faudrait à Rennes pour le remarquer correctement. « C'est un bon garçon », lui dit Karina une fois, doucement, en pliant du linge près de la fenêtre. « Mais mon cœur appartient déjà à quelqu'un, Fena. Il lui appartient depuis longtemps. Peu importe ce qui lui est arrivé depuis. C'était un soldat, le mari dont tu n'aimes pas parler ?» Demande Fena, toujours à la pêche, toujours certaine qu'il y avait une histoire plus grande cachée sous les réponses prudentes de la guérisseuse silencieuse. « Quelque chose comme ça, dit Karina, et laissa la fille croire à la version plus douce de la vérité qu'elle voulait. Parce que la vraie n'était pas à elle de la révéler dans la cuisine d'un meunier autour d'un pain au miel. Il y avait des jours plus difficiles aussi, des jours que Fena ne voyait pas, des jours où les mouvements des jumeaux en elle devenaient si forts qu'ils la laissaient essoufflée et effrayée. Quand la vieille femme du village qui venait la voir murmurait des choses sous son souffle, qui ressemblaient moins à des assurances qu'à une admiration en laquelle elle n'avait pas tout à fait confiance. Des jours où Karina se réveillait de rêves de la lumière dorée de la grande salle et de la voix brisée de Taurine appelant son nom. Et elle restait très immobile dans le noir après, une main pressée sur la marque qui refusait de s'estomper, se demandant si elle était en train de perdre lentement la bataille pour se convaincre que rien de tout cela n'avait plus d'importance. Elle gardait ses jours pour elle. Elle avait appris bien avant Val Cendré qu'une fille qui se laissait voir s'effondrer avait rarement la chance de se reconstruire selon ses propres termes. Elle était en train de suspendre des herbes pour les faire sécher par un matin gris et doux, quand Fena arriva en courant sur le sentier du jardin, si vite qu'elle faillit tomber dans la boue. « Ren, il faut que tu entendes ça. Ralentis, enfant, tu vas te casser le cou. » Karina la rattrapa par les épaules. Des marchands sont passés de l'Est ce matin. La voix de Fena tomba dans le registre haletant qu'elle utilisait pour les meilleurs ragots. Ils apportent des nouvelles de la garde de fer. Le roi Alpha est devenu à moitié fou, disent-ils. L'herbe glissa des doigts de Karina. Fou comment? Ils disent qu'il a retourné le royaume pour chercher quelqu'un. Une femme. Les yeux de Fena s'arrondirent. Ils disent qu'il n'a pas dormi correctement depuis des mois. Que son propre conseil a peur d'être dans la même pièce que lui. Un des marchands a dit qu'il a arraché une porte de la salle du conseil de ses gonds quand un seigneur a osé suggérer qu'il se ridiculisait. Le sol sembla basculer très légèrement sous les pieds de Karina. Et la dame Sable se força-t-elle à demander. La reine. Il n'y en a pas. Fena secoua la tête, ravie de ses propres nouvelles. Les marchands disent que le lien n'a jamais été finalisé, que le roi a refusé de la toucher, qu'il ne veut même pas s'asseoir à table avec elle. Elle se pencha plus près. Ils disent qu'il a mis une prime. 5000 pièces d'or pour quiconque trouvera la femme qu'il veut vraiment. La marque de Karina s'enflamma sous son col, avec une chaleur si soudaine qu'elle dut s'agripper au séchoir pour rester debout. Et quelque part dans les arbres derrière sa chaumière, faible et lointain, un loup se mit à hurler. Le son s'éteignit dans le silence, mais le cœur de Karina ne ralentit pas avec lui. Elle se dirigea vers la fenêtre sur des jambes qui ne semblaient pas tout à fait les siennes. Une main pressée à plat sur sa clavicule. Ren. La voix de Fena vint, incertaine, derrière elle. « Tu ne te sens pas bien? Tu es devenue blanche comme du lait. »« Je vais bien. Merci pour les nouvelles. Tu devrais rentrer avant la nuit. » Quelque chose sur le visage de Karina a dû se voir, car la fille ne discuta pas, fit seulement une révérence hâtive, et se dépêcha de retourner vers le village, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule 2 fois avant de disparaître. Karina regarda la lisière de la forêt, et cette fois, elle les vit. 3 formes se tenaient immobiles parmi les pins au bord de son jardin, basses et grises argentées, leur fourrure captant la dernière lumière grise de l'après-midi. Pas des loups sauvages. Les loups sauvages ne se tiennent pas si immobiles. Ils ne regardent pas la fenêtre d'une chaumière avec cette intelligence patiente particulière. Des métamorphes. Il l'avait trouvé. Ses mains allèrent instinctivement à son ventre. Elle sentit les jumeaux bouger sans repos sous ses paumes, comme s'ils sentaient eux aussi la peur qui émanait d'elle. « Chat » murmura-t-elle, bien que sa propre voix tremblât. « Tout ira bien. Je vous promets que tout ira bien. » À ce moment-là,
Elle n'y croyait pas entièrement. Un des loups se détacha de la lisière de la forêt et s'approcha, s'arrêtant au muret du jardin. Ses yeux dorés étaient fixés sur sa fenêtre. Il n'attaqua pas, il regardait et attendait seulement. Et Karina comprit avec une certitude lente et profonde que ce qui venait pour elle n'était pas venu pour lui faire du mal. Pas encore, et peut-être pas du tout. La marque sur son col s'embrasa de nouveau, plus chaude cette fois. Et avec la chaleur vint quelque chose de complètement différent. Pas le faible écho auquel elle s'était habituée dans son sommeil, mais une pression rugissante qui frappait le bord de son esprit, cherchant, quêtant, exigeant dans un langage qui n'était pas des mots. « Où es-tu? Où es-tu? Où, Thorin ?» Il ne cherchait pas seulement le royaume pour elle, il la chassait. Et la marque lui dit avec une certitude qui allait jusqu'à l'os qu'il était proche. Assez proche pour qu'une partie d'elle, traîtresse et douloureuse, ne veuille rien de plus que d'ouvrir la porte en grand et de courir droit vers lui. Karina s'arracha de la fenêtre et attrapa sa cape sur son crochet près de la porte. Un plan de fuite à moitié formé se dessinait déjà. Mais avant que ses doigts ne touchent le loquet, un coup lourd secoua le cadre en bois. « Maîtresse reine !» Une voix d'homme, profonde et délibérément douce. « Nous savons qui vous êtes. S'il vous plaît, ouvrez la porte. S'il vous plaît. » Les assassins ne disent pas « s'il vous plaît ». Karina ouvrit la porte avec un couteau de cuisine caché dans les plis de sa jupe. 3 hommes se tenaient sur son seuil. 2 étaient indubitablement des guerriers, épais d'épaules, comme seuls les gardes personnels d'un alpha le deviennent. Leurs yeux balayaient l'intérieur de la chaumière avec une lassitude exercée. Mais c'est le 3e qui retint son attention. Plus âgé, peut-être 50 hivers, les cheveux gris fer coupés courts, une vieille cicatrice en zigzag allant de la tempe à la mâchoire. Ses yeux étaient d'un or bruni profond. Et en eux, à sa surprise, elle lut quelque chose qu'elle n'attendait pas du tout. Du soulagement. « Madame », il inclina la tête avec une formalité qui semblait étrange, dirigé vers elle. « Je suis Osric Vane, premier bêta de la garde de fer. Nous vous cherchons depuis très longtemps. »« Mon nom est Ren, » dit Karina, resserrant sa prise sur le couteau caché. « Je suis une guérisseuse, rien de plus. Vous vous êtes trompé de village. Vous êtes Karina, anciennement de la maison des serviteurs de la grande salle, » dit Osric, doux mais certain. « Vous portez une marque stellaire sur votre clavicule. » Le roi lui-même l'a décrite à chaque loup de ce royaume, avec plus de détails que nous n'étions à l'aise d'entendre, honnêtement, et à moins que mes yeux ne me trompent. Son regard tomba brièvement, respectueusement, sur le gonflement de son ventre. « Vous portez aussi ses enfants. » Sa main se resserra sur le couteau qu'elle n'avait toujours pas sorti. « Comment savez-vous pour la marque? Parce que le roi n'a parlé de rien d'autre depuis 5 mois, » dit Osric doucement. « Parce qu'il m'a dit la vérité de cette nuit, avant même de monter sur l'estrade. Et parce que ce qui s'est passé après ne m'a pas laissé dormir tranquille depuis. » Il fit une pause, jetant un coup d'œil aux 2 gardes qui comprirent et reculèrent vers la lisière de la forêt pour leur laisser de l'espace. « Puis-je entrer, madame? Ce que j'ai à dire n'est pas fait pour être dit en plein air, et je soupçonne que vous voudrez être assise. » Chaque instinct lui disait de refuser, mais les yeux d'Osric ne contenaient aucune menace, seulement une lassitude profonde qu'elle reconnaissait de son propre miroir les pires matins. Elle s'écarta. Il entra seul. Son regard balaya la petite chaumière, le lit étroit, les herbes séchant, l'ordre soigneux et usé d'une vie construite à partir de presque rien. Avant de se poser doucement sur le berceau à moitié construit dans le coin, il resta silencieux un moment, l'étudiant. « Des jumeaux, dit-il, ce n'était pas une question. Le roi ne le sait pas. Il voudra le savoir. » Osric se tourna pour lui faire face complètement. « Madame, le roi n'a fait aucun vrai choix cette nuit-là. Le choix a été fait pour lui. Que voulez-vous dire? 4 jours avant la cérémonie du choix, le seigneur Cashenthorn a envoyé un message au roi en privé, dit Osric. Une menace, pas une offre. Thorn avait des hommes placés à l'intérieur de la propre garde de la grande salle. C'est d'entre pour qu'ils puissent atteindre chaque âme dans les quartiers des serviteurs en moins d'1 heure. S'il le choisissait, il a dit clairement au roi, nommez Sable son âme sœur à la cérémonie du choix, ou regardez les personnes les plus proches de lui mourir une par une, en commençant par la fille qu'il aimait et la femme qui l'avait élevée. La pièce sembla basculer autour d'elle. « Il » murmura Karina. «
Le roi a choisi de vous protéger de la seule manière qu'il croyait possible, dit Osric, en faisant croire à tout le royaume qu'il ne voulait pas de vous du tout. Il a parié que si Thorn croyait que la menace avait fonctionné, si le monde entier croyait que le lien était rompu, vous et tous ceux que vous aimiez dans cette salle seriez à l'abri de tout mal supplémentaire. Il s'en est détesté chaque jour depuis. Madame, j'ai vu un roi qui riait autrefois facilement devenir un homme qui ne dort pas et mange à peine. Ce n'est pas une comédie. Les jambes de Karina ne la soutenaient plus. Elle s'effondra sur la chaise la plus proche. Une main pressait fort sur la marque brûlante sur son col. « Ce n'est pas possible, dit-elle. J'ai vu son visage. Je l'ai entendu dire son nom. J'ai senti le lien se briser. Je l'ai senti ici, dans ma propre poitrine. Vous avez vu un homme dire le seul mensonge qu'il croyait pouvoir vous garder en vie, dit Osric, s'agenouillant devant sa chaise pour que leurs yeux soient au même niveau. Il n'a pas touché Dame Sable. Il l'a à peine autorisé dans la même aile de la salle depuis cette nuit. Son loup se déchire depuis 5 mois, madame, parce qu'il sait précisément ce que sa bouche humaine a été forcée de dire. Je l'ai vu s'arracher la peau des jointures contre les murs de pierre plutôt que de se laisser dormir et rêver de vous. Des larmes brûlantes et soudaines montèrent aux yeux de Karina, et elle les détesta. Elle détesta la façon dont 5 mois d'engourdissement soigneusement construits se fissurèrent en un seul souffle. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que nous n'avions aucun moyen de vous atteindre sans risquer que les espions de Thorn ne vous trouvent en premier, dit Osric. Thorn a des oreilles dans plus d'endroits que nous n'avons réussi à débusquer. Même maintenant. Une seule lettre mal placée, un seul cavalier imprudent, et nous lui aurions donné exactement ce qu'il voulait. Et parce que, il hésita, puis sortit de son manteau une lettre pliée. Un seau de cire brisé, pressé d'un serpent enroulé. Ceci a été intercepté il y a 6 jours, en route pour les territoires d'Embran. Karina la déplia avec des mains tremblantes. 3 lignes d'une écriture soignée et confiante. La guérisseuse a été localisée dans la région ouest. L'affaire sera résolue avant la nouvelle lune. Longue vie à la reine Sable. Le papier tomba de ses doigts. Des assassins, dit Osric sombrement, confirmant ce qu'elle savait déjà au plus profond d'elle-même. Le roi est peut-être à 2 jours derrière moi. Le lien le traîne ici, qu'il veuille venir lentement ou non. Je pouvais le voir s'user sur lui à chaque kilomètre. Mais les loups de Thorn sont plus proches, madame. Sont peut-être déjà dans ces collines. Comme invoqué par les mots eux-mêmes, la marque de Karina s'embrasa d'un blanc éclatant sous son col. Et à l'extérieur de la chaumière, des loups se mirent à hurler. Pas les appels vigilants de la forme qu'elle avait vue à la lisière de la forêt. Mais quelque chose de plus aigu, de coordonné, d'affamé, des appels de chasse. Osric fut sur ses pieds en un instant, une lame déjà à la main. Ils sont là. La première flèche traversa la fenêtre de la cuisine, avant que Karina ne puisse reprendre son souffle pour crier. Dans la demi-seconde avant qu'Osric ne bouge, Karina sentit quelque chose d'étrange s'installer en elle. Pas le calme exactement, mais une sorte de concentration claire et froide, dont elle ne se savait pas capable. Les 5 derniers mois de chagrin, de peur et de survie obstinée, se compressant en un seul instinct simple. Elle n'allait pas perdre ses enfants dans le même souffle où elle avait enfin appris la vérité sur l'homme qui les aimait. Quoi que ce soit qui franchirait cette porte ensuite, devrait d'abord passer par elle. Osric la poussa sur le côté, au sol, alors que le verre explosait à travers la pièce. Son corps formait un mur entre elle et la fenêtre. Ils heurtèrent durement les planches, et Karina haleta alors que l'impact secouait son ventre gonflé. Un bras s'enroula instinctivement autour des jumeaux. « Restez à terre !» claqua Osric, se transformant déjà. Sa forme humaine se dissolvant en un large loup gris qui affronta de front l'effondrement de la porte d'entrée. Les 2 gardes à l'extérieur furent projetés à travers l'embrasure de la porte avant d'avoir eu la chance de se transformer. Des loups à la fourrure noire se déversèrent derrière eux. Leurs yeux brillaient d'une faim coordonnée et féroce qui dit à Karina, même à travers sa peur, que ce n'étaient pas des animaux sauvages. C'étaient les loups entraînés de la maison Thorn, envoyés dans un seul but. Karina rampa en arrière vers le foyer, un bras verrouillé sur son ventre. L'autre cherchant aveuglément quelque chose de tranchant. Ses doigts se refermèrent sur le tisonnier en fer, appuyé près de la cheminée froide. Et quand une forme noire se jeta sur elle, elle le balança avec toute la force que 5 mois de peur et de chagrin avaient accumulé en elle. Le loup jappa et recula en chancelant. Elle frappa à nouveau,
le repoussant. Ses bras lui faisaient déjà mal. Son souffle venait en halètements courts et terrifiés. Mais il y avait trop de corps qui remplissaient la petite pièce maintenant. Trop de grognements et de bois qui se brisaient. À travers le chaos, elle vit Osric coincé sous deux attaquants. Son pelage gris était sombrement emmêlé de sang. Ses grognements devenaient rauques. Et elle comprit avec une terrible clarté qu'ils allaient perdre. Que tout ce que Tauren avait risqué pour protéger était sur le point de se terminer sur le sol d'une chaumière que personne au monde n'était censé connaître. Non, le mot s'éleva de quelque part bien en dessous de la pensée. Pas une décision, mais un ordre auquel tout son corps obéit avant que son esprit ne rattrape. Elle ne les laisserait pas prendre ses enfants. Pas ici. Pas comme ça. Pas après tout ce que ça lui avait coûté de survivre si longtemps. Elle pressa son dos contre le mur et sentit quelque chose s'agiter au fond de sa poitrine. Une chaleur qu'elle avait portée toute sa vie et jamais comprise. La même chaleur que Hedy lui avait autrefois dit de cacher, et que sa mère l'avait averti de ne jamais révéler. La guérison. Mais alors qu'elle montait en elle maintenant, acculée et désespérée, elle ressemblait à quelque chose de bien plus ancien que la guérison. Elle ressemblait à la vie elle-même, refusant d'être éteinte. Une lumière dorée jaillit de ses paumes sans qu'elle le veuille. Elle se déversa de sa peau en vagues lentes et radieuses qui remplirent la chaumière en ruine d'une luminosité dont les loups attaquants reculèrent avec des cris surpris. Là où la lumière toucha le flanc déchiré d'Osric, la blessure se referma sous ses yeux, l'os et le muscle se recousant d'une manière qui aurait dû prendre des semaines. Là où elle balaya les loups noirs qui encombraient l'embrasure de la porte, elle brûla comme quelque chose de sacré. Et ils se précipitèrent en arrière à travers la porte brisée, et dans l'obscurité, jappant, la queue basse, fuyant quelque chose pour lequel aucun d'eux n'avait de nom. En quelques instants, la chaumière fut vide d'ennemis. Le silence qui suivit sembla presque plus étrange que l'attaque elle-même. Le vent passant par la fenêtre brisée, le craquement d'une poutre de toit qui avait failli leur tomber dessus, sa propre respiration rauque, forte à ses oreilles. Quelque part à l'extérieur, faiblement, elle pouvait entendre les loups en retraite s'écraser à travers les sous-bois, gémissant. Et en dessous de cela, encore plus faible, les aboiements frénétiques des chiens du village, en bas de la colline, réveillés par ce qu'ils avaient senti dans le noir. Corina s'affaissa contre le mur alors que la lumière vacillait et mourait. Son corps tout entier tremblait d'un épuisement qui allait jusqu'à l'os. Sa vision nageait sur les bords. Osric reprit sa forme humaine avec un grognement sourd. Ses vêtements étaient toujours déchirés et tachés de sang malgré sa peau guérie en dessous. « Madame » souffla-t-il, fixant ses mains comme s'il n'avait jamais rien vu de tel. « Qu'est-ce que c'était ?»« Je ne sais pas » admit Karina, la voix à peine un murmure, ses mains tremblant sur ses genoux. « Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Ma mère, elle disait qu'il y avait des dons trop dangereux pour être montrés à qui que ce soit. » Je pense que je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. Un hurlement déchira la nuit avant qu'elle ne puisse finir. Pas un appel de chasse, un cri de reconnaissance angoissé et incrédule, assez proche pour faire trembler les arbres. La tête d'Osric se tourna brusquement vers le son. Il est là. La marque de Karina explosa de chaleur si totale qu'elle cria, ses deux mains volant à son col. Le lien qui était resté muet et douloureux pendant 5 mois revint à la vie, hurlant. Et à travers lui, elle le sentit s'écraser dans ses sens, comme une vague se brisant sur la pierre. Terreur, fureur, un besoin si brut qu'il lui coupa le souffle. Et sous tout cela, un amour si féroce qu'il semblait pouvoir la déchirer de l'intérieur. Le mur restant de la chaumière s'effondra dans une pluie de bois et de pierres. Karina leva les bras pour se protéger des débris. À travers la poussière qui retombait, une forme émergea. Un loup si grand qu'il passait à peine par la brèche qu'il avait faite. Une fourrure noire comme une nuit sans lune, des yeux flamboyants d'or, et entièrement fixés sur elle. Le loup s'arrêta à une longueur de bras. Puis il se transforma. La fourrure noire se rétracta en peau. Les os se remodelèrent pour prendre la forme d'un homme qu'elle avait aimé de tout son être, avant qu'il ne lui brise le cœur pour lui sauver la vie. Tauren s'agenouilla dans les ruines de sa chaumière. Il n'était pas le roi dont elle se souvenait de la cérémonie du choix. Son visage était émacié, creusé par ce qui ressemblait à des mois sans sommeil correct. Ses cheveux sombres pendaient, lâches et emmêlés. Ses yeux étaient cerclés de rouge et brillants,
indubitablement de larmes. Et il y avait des marques brutes, à moitié guéries, le long de ses jointures, qui lui dirent qu'Osric n'avait pas exagéré un seul mot. Son regard tomba sur la courbe impossible de son ventre, et un son s'échappa de lui qui n'était pas tout à fait un mot, et pas tout à fait un sanglot. 5 mois de chagrin exprimés d'un seul coup. Il tendit vers elle des mains tremblantes, et Karina, épuisée, endolorie, brûlant encore sur les bords de tout ce qu'Osric venait de lui dire, fit la seule chose que son cœur lui permettait de faire. Elle le laissa prendre sa main. Il se figea à l'instant où ses doigts se refermèrent sur les siens, comme s'il n'avait pas osé espérer même cela. « Karina, dit-il, son nom se brisant dans sa bouche. Je suis tellement désolé. Je suis désolé chaque heure de chaque jour depuis. Je ne sais même pas par où commencer pour te dire à quel point je suis désolé. » Je sais. Sa voix sortit plus stable qu'elle ne se sentait. Osric m'a dit. Quelque chose sur son visage s'effondra. Le soulagement et le chagrin s'en mêlèrent si étroitement qu'elle ne pouvait les distinguer. Alors tu sais que je ne l'ai jamais voulu. Je ne l'ai jamais choisi. J'ai choisi de te garder en vie. Et tous ceux qui t'ont montré un moment de gentillesse dans cette salle, vivant à tes côtés. Je vous ai entendu la première fois, Alpha. Les mots sortirent d'elle avant qu'elle ne décide de les dire. Les 4 mêmes mots qu'elle avait prononcés devant un millier de témoins il y a 5 mois. Sauf que cette fois, il ne sonnait pas comme un défi. Il sonnait comme un chagrin trouvant enfin sa vraie forme. J'ai entendu les mots. Je n'ai juste pas entendu la vérité en dessous, parce que tu ne me l'as jamais laissé entendre. Tu as décidé pour nous deux que je n'étais pas digne de confiance, que j'étais trop fragile ou trop stupide ou trop quelque chose pour qu'on me dise la vérité et qu'on me demande de t'aider à la porter. Thorin tressaillit comme si elle l'avait frappé. Si Thorn avait su que tu comprenais la vérité, il aurait su que sa menace avait échoué. Il serait venu pour toi et Hedy, et tout le monde dans cette salle des serviteurs cette même nuit. Je ne pouvais pas le risquer. Je ne pouvais pas te risquer. Tu m'as laissé croire que tu ne voulais pas de moi, dit Karina. Et maintenant sa voix tremblait. 5 mois de chagrin enfouis, se libérant enfin. J'ai fui. Je me suis caché dans un village qui n'existe sur aucune carte. Et j'ai porté tes enfants seuls. Et chaque nuit, je me disais que j'étais une idiote d'aimer encore un homme qui m'avait rejeté devant tout son royaume. Comprends-tu ce que ça m'a fait? Pas le danger. J'aurais pu survivre au danger si j'avais su. C'était de ne pas savoir. C'était de croire. Que je ne signifiais rien pour toi. Je sais. Ses mains tremblaient toujours là où elles flottaient près des siennes, n'osant pas tout à fait combler la distance. Je sais. Et il n'y a aucune version de ce que j'ai fait qui ne mérite pas ta colère. Je ne te demande pas de simplement le pardonner, Karina. Je ne pense pas avoir mérité même le droit de le demander encore. Alors que demandes-tu? La chance de le mériter, dit Thorin. Aussi longtemps que ça prendra. 1 an, 10 ans, peu importe. Karina étudia son visage à la lumière de la lune, filtrant à travers le toit brisé. Les creux sous ses yeux, le tremblement qu'il ne pouvait pas tout à fait calmer, la façon dont son regard tombait impuissant sur son ventre comme s'il ne pouvait toujours pas croire que c'était réel. À travers le lien, elle pouvait sentir la vérité de chaque mot qu'il avait dit, brut et non filtré. De la même manière qu'elle avait autrefois senti son rire à travers un jardin d'hiver. « Il y a quelque chose que tu dois comprendre, » dit-elle doucement. « Je ne regrette pas de t'avoir aimé. Je ne regrette même pas entièrement le choix que tu as fait. Je comprends maintenant pourquoi tu l'as fait. Et une partie de moi est reconnaissante que Hedy soit en vie grâce à ça. Mais tu aurais dû me faire assez confiance pour me laisser choisir à tes côtés, au lieu de décider pour moi ce que j'étais assez forte pour porter. C'est la partie que j'ai besoin que tu comprennes. Pas le mensonge lui-même, la raison derrière. Tu as raison, dit-il sans hésitation, sans excuse. Et quelque chose dans sa voix lui dit qu'il avait eu 5 longs mois, seul avec rien d'autre à faire que d'arriver lentement et douloureusement à exactement cette même conclusion. J'avais si peur de te perdre que j'ai fait le seul choix qui t'a perdu quand même. J'ai eu 5 mois pour comprendre ça, Karina. Je ne le referai pas, si tu me laisses te le prouver. Pas ce soir, pas avec des mots, mais avec le temps. Je passerai le reste de ma vie à le prouver. Un sanglot qu'elle avait retenu pendant des mois se libéra enfin. Elle pressa le dos de sa main contre sa bouche, et Thorin, la regardant s'effondrer, émit un son bas et blessé, et la serra doucement contre sa poitrine. Attentif aux jumeaux entre eux, son corps tout entier tremblant de l'effort de se retenir doucement,
quand chaque instinct en lui voulait s'accrocher et ne jamais lâcher. « Je suis toujours en colère contre toi, dit-elle dans sa chemise, étouffée et féroce. Je n'attendrai rien de moins de toi, dit-il. Et elle sentit plus qu'elle n'entendit le bord brisé d'un rire dans sa poitrine. Sois aussi en colère que tu as besoin de l'être, aussi longtemps que tu en as besoin. Fais-le juste là où je peux te voir cette fois. Ne disparais plus. Je ne pense pas que je survivrai une deuxième fois. Ça dépend de toi, dit Karina, reculant juste assez pour le regarder dans les yeux. De ne pas disparaître en premier. Ils restèrent ainsi un long moment dans les décombres d'une chaumière qui avait failli devenir sa tombe. Tandis qu'Osric organisait tranquillement les gardes à l'extérieur et faisait semblant de ne pas remarquer le roi de la garde de fer pleurant dans les cheveux d'une guérisseuse. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit Thorin finalement, reculant juste assez pour la regarder, son expression devenant rapidement sobre. « Pendant que je te cherchais, Thorn a agi. Ses espions au sein de ma propre garde lui ont livré la grande salle il y a 3 nuits. Karina devint glaciale. La salle est tombée. Pas complètement. Le conseil est retenu prisonnier. Sable a été déclarée reine à ma place. Et Thorn a 50 de mes gens, nos gens, retenus en otage. Ils seront exécutés si je ne reviens pas et ne rends pas le trône. » Sa mâchoire se crispa, un muscle y tressaillit. Hedy est parmi eux. Le nom frappa Karina comme un coup physique. Nous devons y retourner. Karina, tu ne peux pas entrer dans cette salle. Si Thorn te capture, alors il aura enfin ce qu'il a voulu depuis avant même que je connaisse son nom. Karina dit, rencontrant ses yeux fermement, sa peur se pliant délibérément en quelque chose de plus dur et de plus utile. Mais il ne l'a pas encore. Et j'en ai fini de fuir les hommes qui pensent que la couronne d'un roi ou le silence d'une guérisseuse signifie que je n'ai pas mon mot à dire dans ma propre vie. Je suis sorti de cette salle une fois selon mes propres termes, Thorin. J'ai l'intention d'y retourner de la même manière. Thorin le fixa lentement. À travers son épuisement et sa peur, quelque chose d'autre traversa son visage. Pas le doute, la fierté, féroce et impuissante. Le genre qui le terrifiait clairement presque autant qu'il l'émouvait. « Tu vas être une reine extraordinaire, dit-il doucement, et ça va être ma mort. Seulement si tu le mérites, dit Karina. Et pour la première fois en 5 mois, elle sourit presque. Il l'aida à se relever lentement, attentif à chaque mouvement. Et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Ils se tenaient simplement au milieu des décombres de la vie qu'elle avait construite seule. Le vent soufflait, froid et pur, à travers le mur brisé. Osric s'était retiré avec les gardes à la lisière de la forêt, leur laissant l'intimité que la chaumière en ruine permettait encore. « Parle-moi d'eux, » dit Thorin finalement, hochant la tête vers son ventre, sa voix devenue douce d'une manière qu'elle n'avait pas entendue depuis le jardin d'hiver. « La guérisseuse du village, a-t-elle dit s'ils sont forts, très forts, confirma Karina. Quelque chose dans sa poitrine se détendit à la simple question ordinaire. La première chose qu'il lui avait demandé, qui n'était pas trempée de chagrin ou de guerre. Trop fort, si vous lui demandez. Elle pense que ce n'est pas naturel à quelle vitesse ils ont grandi. Je ne lui ai jamais dit pourquoi. Puis-je? Il s'arrêta, les mains flottantes, incertain pour la première fois qu'elle se souvienne l'avoir vu incertain de quoi que ce soit. Me laisserais-tu? Elle prit sa main et la pressa doucement sur la courbe de son ventre. Son souffle se coupa audiblement, son corps tout entier s'immobilisant alors que quelque chose bougeait sous sa paume. Un petit mouvement délibéré, comme si les enfants connaissaient déjà d'une manière ou d'une autre la forme de la main posée contre eux. « Ils te reconnaissent », dit Karina doucement, en regardant son visage. « Je ne sais pas comment, mais ils se sont toujours calmés quand j'ai rêvé de toi. Je restais éveillé, convaincu que j'imaginais, me disant que le corps d'une âme sœur rejetée ne peut pas ressentir autant de désir pour quelqu'un qui est censé l'avoir abandonné. Il a fallu la lettre d'Osric ce soir pour que j'arrête de me contredire sur ce que je savais déjà être vrai. Tu n'imaginais pas, dit Thorin, la voix rauque. Rien de tout ça. Ni le lien, ni les rêves, ni ce que nous avions avant que tout cela ne nous arrive. J'ai besoin que tu saches que quel que soit le doute que Thorn a empoisonné ce royaume. Ce qui était vrai dans ce jardin, il y a 8 mois, n'a jamais été un mensonge. Je n'ai jamais de toute ma vie voulu quelque chose comme je t'ai voulu. Je sais, dit Karina. C'est la partie la plus cruelle de tout ça, Thorin. Je n'ai jamais cessé de le croire. J'ai juste cessé de croire que ce serait suffisant pour nous garder ensemble. Laisse-moi passer le reste de ma vie à prouver que ça l'est,
dit-il. Et cette fois, quand il la prit dans ses bras, elle le laissa la tenir sans se retirer. Ils chevauchèrent toute la nuit sur les chevaux les plus rapides de Thorin. Corina était soigneusement blottie contre sa poitrine. Son bras était verrouillé autour de sa taille avec une douceur qui ne se relâcha jamais. Le lien vibrait, stable et chaud, entre eux maintenant. Ce n'était plus la chose déchiquetée et hurlante qu'il avait été dans la chaumière. Juste un fil silencieux et constant, comme s'il était lui aussi enfin autorisé à se reposer. Avant d'avoir chevauché 1 heure, Thorin fit une brève halte à un sanctuaire de carrefour dédié aux anciens dieux de la lune. Là, les éclaireurs d'Osric avaient laissé des marqueurs indiquant les mouvements de Thorn. Corina descendit du cheval malgré les protestations de Thorin, insistant sur le fait qu'elle avait besoin de se dégourdir les jambes, et elle se tint au-dessus de la carte grossière, griffonnée dans la terre, tandis que les 2 hommes discutaient de stratégie à voix basse et urgente. « Nous pourrions attendre que les meutes du Sud répondent à l'appel », suggéra l'un des seigneurs nouvellement arrivés, un homme large d'épaules nommé Garrick qui commandait les terres frontalières. 2 jours de plus, et nous serions 3 fois plus nombreux que les hommes de Thorn à l'intérieur de ces murs. 2 jours de plus, c'est 2 jours de plus que Thorn a pour décider que les otages ne valent pas la peine d'être gardés en vie, dit Thorin sèchement. Nous bougeons à l'aube avec ce que nous avons. Mon roi, avec respect, vous proposez de prendre d'assaut le siège de notre propre royaume, avec une troupe de guerre assemblée en une seule nuit, dirigée par un roi qui n'a pas dormi plus de quelques heures en 5 mois. Il ne la dirige pas seul, dit Carina avant que Thorin ne puisse répondre. Et tous les yeux au carrefour se tournèrent vers elle. Elle se redressa, ignorant la douleur dans son dos, et rencontra le regard surpris de Garrick sans ciller. « Je connais cette salle mieux que n'importe quel soldat ici. Je sais quels passages ne sont pas gardés, qu'elle porte de l'aile et colle par temps humide, et a besoin de 3 bonnes poussées avant que quiconque ne l'entende. J'ai récuré ces sols pendant 12 ans, monseigneur. Si 2 jours de plus est un risque que nous ne pouvons pas nous permettre, alors laissez les gens qui connaissent vraiment les os de la grande salle aider à décider comment nous la reprenons. » Garrick parut un instant complètement incertain de quoi faire d'une future reine Oméga, offrant des conseils tactiques lors d'un conseil de guerre. Mace Osric se permit seulement un petit signe de tête approbateur. « Elle n'a pas tort, mon roi. La connaissance d'un serviteur de cette salle vaut plus qu'une compagnie de soldats frais. » Thorin étudia Carina un long moment. Quelque chose de compliqué bougeait derrière ses yeux fatigués. De la fierté, de l'inquiétude. Et sous les deux, une compréhension naissante que la femme qui se tenait devant lui ne se contenterait plus jamais d'attendre tranquillement sur la touche de sa propre vie. « Dis-leur, dit-il finalement, tout ce dont tu te souviens. » Elle le fit, s'agenouillant prudemment à côté de la carte griffonnée. Elle traçait de vieux couloirs de serviteurs et des portes oubliées dans la terre avec un doigt, tandis que des soldats endurcis écoutaient pour une fois sans aucune trace de condescendance sur leur visage. Osric chevaucha près d'eux une fois qu'ils furent de nouveau en mouvement. Et tandis que les collines défilaient dans le noir, il exposa le peu que ses éclaireurs avaient recueilli. Thorn a agi plus vite que nous ne le pensions. Il a gardé ses propres effectifs réduits à l'intérieur des murs. Pas plus d'une centaine de loups. La plupart d'entre eux sont des soldats d'Emberen qui lui sont personnellement loyaux, pas à la couronne. Le reste de la garde vous est toujours loyal, mon roi. Mais ils sont enfermés hors de la salle intérieure, comme tout le monde. Et le conseil est vivant, pour autant que nous sachions. Retenu, pas blessé. Thorn veut un trône, pas un massacre. Il a besoin d'assez de nobles de la garde de fer pour que sa revendication paraisse légitime une fois qu'elle sera faite. La bouche d'Osric se tordit. Sable, d'après ce que nos gens à l'intérieur ont pu dire avant que le contact ne soit coupé, n'a pas été entièrement à l'aise avec tout ça. Corina fronça les sourcils à cela, se tournant légèrement dans les bras de Thorin. « Que veux-tu dire ? Je veux dire que son père agit vite et ne demande pas souvent l'avis de sa fille avant d'agir, » dit Osric prudemment. « Tirez-en les conclusions que vous voulez, madame. Je ne vous dis que ce que j'ai entendu. » Corina ne dit rien de plus, mais elle garda cette pensée en tête, la retournant tandis que les chevaux avalaient les kilomètres. Elle avait passé 5 mois à haïr un nom sans visage derrière. Cela la troublait légèrement d'imaginer que ce visage pourrait ne pas être entièrement simple après tout. Les tours de la grande salle se dressèrent contre l'aube naissante, alors qu'ils atteignaient la dernière crête,
et l'estomac de Karina se noua à la vue de ce qui flottait depuis la plus haute flèche. Pas le loup d'argent de la garde de fer sur fond bleu nuit. Un serpent noir enroulé sur un champ de gris cendre. La bannière de la maison Thorn flottant sur sa maison. Comment est-ce possible? La voie de Thorin était devenue dangereusement plate. Je suis parti depuis moins d'une semaine. Osric, qui était parti en éclaireur, revint avec un visage de pierre. Le seigneur Thorn a frappé il y a 2 nuits, mon roi. Il avait des alliés achetés au sein de la garde, les mêmes hommes qui avaient autrefois porté ces menaces dans votre chambre du conseil. Les portes intérieures de la salle se sont ouvertes pour lui sans combat. Les otages, dit Karina. 50 personnes de la salle, tous ceux qui ont refusé de s'agenouiller, confirma Osric sombrement. Retenus dans la grande salle elle-même. Le seigneur Thorn les a déclarés perdus si le roi ne revient pas et ne rend pas la couronne avant le coucher du soleil. Karina sentit le sang quitter son visage. Nous ne pouvons pas les laisser mourir pour nous. Nous ne le ferons pas, dit Thorin, bas et certain, bien que la tension dans sa mâchoire lui dise exactement à quel point cette certitude était mince. Il arrêta son cheval sur la crête et se tourna pour s'adresser aux loups rassemblés derrière eux. Le groupe de sauvetage d'Osric, maintenant transformé en quelque chose de plus proche d'une armée. Des meutes loyales avaient répondu à son appel le long du chemin, attirés par des hurlements qui avaient porté plus loin que prévu. Des fermiers, des forestiers, des seigneurs mineurs qui n'avaient jamais aimé les ambitions de la maison Thorn, tous se ralliant à l'appel de leur roi pendant la nuit. « Thorn croit qu'il a déjà gagné », leur cria Thorin, sa voix portant facilement par-dessus les loups assemblés. Il croit qu'une couronne prise par la menace et la trahison est la même chose qu'une couronne méritée. Il a tort, et au coucher du soleil, chaque âme dans cette salle le saura. Le hurlement de réponse secoua le givre des pins. Le saut commença, alors que le soleil passait les montagnes. Les murs extérieurs, faiblement tenus par une loyauté empruntée, tombèrent en moins d'1 heure. La propre garde de Thorin, se retournant contre les hommes payés de Thorn, au moment où la forme de loup noir du roi fut aperçue à la tête de la charge. L'argent que Thorn avait dépensé, s'évaporant face à la vieille loyauté qui se réaffirmait. Mais les portes de la grande salle restèrent scellées, et derrière elles, 50 vies dépendaient d'un seul terrible marché. Un messager sortit sous un drapeau de trêve. « Le seigneur Thorn offre des conditions, » cria-t-il. « Rendez la femme Oméga, et les otages seront libérés. » Le grognement de Thorin en réponse fit fuir le messager à travers les portes. Mais Karina en avait déjà assez entendu. Pendant que Thorin discutait de stratégie avec Osric, faisant des gestes vifs vers l'aile fortifiée de la salle, elle s'éloigna de sa garde. Par le vieux passage des serviteurs, qu'elle avait emprunté 1000 fois en tant que fille récurant les sols, sans surveillance, car personne n'avait jamais pensé à garder une route que seuls les invisibles utilisaient. C'était, réfléchit-elle sombrement, la même leçon sur laquelle Thorn lui-même avait bâti tout son complot. Que les gens que personne ne prenait la peine de surveiller étaient souvent ceux qui comptaient le plus. Elle émergea d'une alcôve de service, juste à l'extérieur des portes intérieures de la grande salle, et frappa. « Seigneur Thorn, » appela-t-elle, « je suis Karina. Je suis venu faire un échange. » Une longue pause. Puis les portes s'ouvrirent. Cashen Thorn se tenait à l'entrée, ses yeux pâles comme la glace brillant d'une froide satisfaction. Un homme qui avait attendu longtemps pour voir ce visage particulier se tenir sur ce seuil particulier. L'Oméga elle-même. Quelle générosité de votre part de nous épargner la peine de vous chasser. Derrière lui, 50 personnes de la garde de fer étaient agenouillées, les mains liées. Parmi elles, un visage que Karina reconnut instantanément, usé et aimé. Hedi, des larmes coulant librement sur ses joues, secouant la tête dans un avertissement frénétique et silencieux. « Laissez-les partir, » dit Karina. « Tous, et je me rendrai volontairement à leur place. » Thorn l'étudia un long moment, pesant l'offre contre un calcul privé, puis sourit finement. « Très bien. » Les otages furent libérés et poussés vers les portes. Hedi serra fort la main de Karina en passant, refusant de lâcher jusqu'à la dernière seconde. « Fouillez, enfants !» murmura la vieille femme, désespérée, sa voix se brisant. « S'il te plaît, ne fais pas ça pour nous. »« Je ne le fais pas seulement pour vous, » murmura Karina en retour et laissa sa main glisser. Karina ne s'enfuit pas.
Sable descendit les escaliers de la grande salle avec une lame à la main. Et pendant un étrange moment suspendu, quelque chose dans son expression n'était pas tout à fait le triomphe auquel Karina s'était préparée. C'était plus proche de l'épuisement, plus proche même d'une sorte de fureur piégée qui semblait dirigée autant contre son propre père que contre la femme qui se tenait devant elle. « As-tu la moindre idée de tous les ennuis que tu m'as causés ?» dit Sable, bien que sa voix vacilla légèrement sur les mots, comme si elle récitait une réplique qu'on lui avait donnée plutôt qu'une en laquelle elle croyait entièrement. 5 mois à regarder Thorin refuser, ne serait-ce que de s'asseoir à côté de moi. 5 mois où mon père disait à toutes les salles de la garde de fer que je serais reine, tandis que le roi lui-même me regardait comme si j'étais une étrangère portant le visage de son âme sœur. Quelque chose de brut vacilla derrière ses yeux pâles. Une fois que tu seras parti, il n'aura enfin plus le choix. Elle leva la lame, et la lame s'abattit, et le pouvoir de Karina se libéra. Une lumière dorée jaillit de Karina dans toutes les directions à la fois. Elle brisa les fenêtres de la grande salle, projetant les gardes les plus proches de Thorn contre les murs. Le seigneur Thorn percuta la pierre et glissa, stupéfait, au sol. Sable cria alors que la lumière la frappait, sa lame fondant dans sa propre main avant qu'elle ne la lâche. Elle recula en titubant, les mains pressées sur son visage. Mais la lumière en Karina ne s'arrêta pas là. Elle changea, se transforma. Ce n'était plus de la guérison, c'était quelque chose de plus ancien. Quelque chose que la propre magie étrange et urgente des jumeaux semblait avoir déverrouillé en elle, réveillée enfin par une menace trop grande pour y survivre sans elle. La douleur déchira son corps alors que les os se remodelaient sous sa peau, et son cri s'éleva et se tordit en quelque chose qui n'était plus entièrement humain. Quand la lumière s'estompa, un loup se tenait au centre de la grande salle, une fourrure blanc argentée, des yeux brûlants toujours d'or. Un oméga se transformant pour la toute première fois dans l'histoire des 9 meutes. Pendant un moment à couper le souffle, personne dans la salle ne bougea. Ni les gardes stupéfaits, ni Sable serrant ses mains brûlées, ni même le seigneur Thorn se relevant contre le mur où il avait été projeté. 1000 ans de certitude sur ce qu'un oméga était et n'était pas capable de faire, se défirent en un seul battement de cœur silencieux. Les grandes portes de la salle explosèrent vers l'intérieur, alors que Thorin arrivait. Sa forme de loup noir était terrible de rage, jusqu'à ce que son regard trouve le sien à travers la salle dévastée. Et même sous forme animale, elle vit le choc en lui, la reconnaissance, et en dessous, une fierté écrasante et impuissante. Ensemble, ils se tournèrent pour finir ce que la maison Thorn avait commencé. Les loups de Thorin se déversèrent par les portes brisées derrière lui. Ils rencontrèrent les gardes restants de Thorn dans un chaos de corps grognants et de bois qui se brisaient. Mais ce fut terminé presque avant d'avoir commencé. Le combat avait déjà été décidé au moment où la loyauté empruntée de Thorn vit son maître projeté à travers sa propre salle par une femme qu'il avait jurée inoffensive. Les gardes qui avaient pris son argent laissèrent tomber leurs armes plutôt que de mourir pour une cause perdue. Le seigneur Thorn, brisé par la force du pouvoir de Karina, et encore plus brisé par la vue de sa propre garde fuyant devant la juste fureur d'un roi, n'offrit aucune résistance supplémentaire. Il fut lié par des chaînes d'argent en quelques minutes, son sang-froid se fissurant enfin en quelque chose qui ressemblait à de la peur, alors que des loups loyaux le traînaient vers les cellules qui, jusqu'à ce matin, avaient détenu le propre conseil de la garde de fer. Sable ne s'enfuit pas. Karina, reprenant lentement sa forme humaine, épuisée et tremblante, trouva l'autre femme toujours agenouillée, là où la lumière l'avait frappée. Elle regardait ses propres mains marquées de cicatrices, avec une expression qui ressemblait moins à la défaite qu'au soulagement. « Il m'aurait fait épouser un homme qui ne pouvait pas supporter de me voir », dit Sable doucement, sans tout à fait lever les yeux, et il appelait ça un honneur. « Je t'ai détesté pendant longtemps pour avoir quelque chose que je n'ai jamais eu le droit de vouloir pour moi-même. Je ne te déteste plus maintenant. Je ne sais pas ce que je ressens maintenant. » Elle laissa échapper un rire court et brisé. N'est-ce pas étrange? Karina, respirant difficilement, enveloppée dans une couverture que quelqu'un avait drapée sur ses épaules, découvrit qu'elle n'avait plus rien de cruel en elle à dire. « Ce n'est pas étrange, » dit-elle à la place. « C'est juste la première chose vraie que l'une de nous a dite à l'autre. » Thorin, reprenant sa forme humaine à côté d'elle, observa l'échange avec une expression prudente et indéchiffrable.
Il ne dit rien jusqu'à ce que Sable soit emmené sous bonne garde, la tête enfin doucement baissée. « Tu aurais pu les laisser la prendre aussi, » dit-il bas une fois qu'elle fut partie. Personne dans cette salle n'aurait contesté. « Non, » acquiesça Karina. « Mais j'ai passé 5 mois à être quelqu'un pour qui les autres prenaient des décisions. Je ne voulais pas construire un royaume de la même manière, en commençant dès mon premier jour de retour. » Elle leva les yeux vers lui, épuisée, son corps tout entier tremblant des suites de la transformation, du combat, de tout ce que les 2 derniers jours lui avaient demandé. « Ça doit signifier quelque chose maintenant, n'est-ce pas? Le genre de reine que je choisis d'être, pas seulement le genre d'âme sœur. »« Ça signifie tout, » dit Torren. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait alors. Pas seulement de l'amour, mais quelque chose de plus proche d'un véritable émerveillement. Comme s'il commençait seulement maintenant à comprendre toute la dimension de la femme qu'il avait failli perdre. « J'ai gouverné 9 meutes pendant 6 ans, Karina, et je n'ai jamais vu personne dans cette salle faire preuve d'une miséricorde plus difficile avec autant de simplicité. » Elle se laissa alors s'appuyer contre lui, enfin. L'adrénaline la quittant d'un coup, la laissant vide et tremblante, et pour la première fois en 5 mois, entièrement en sécurité. Le Conseil, libéré de sa brève captivité, se réunit dans l'heure pour dépouiller formellement la maison Thorne de ses terres et de ses titres. Le vote fut unanime et rapide. Les hommes qui avaient vu leur roi se déchirer pendant des mois n'étaient pas d'humeur à faire dans la demi-mesure, une fois que la vérité du complot de Cashan Thorne fut révélée devant eux. La nouvelle se répandit dans la forteresse et dans les villages environnants plus vite qu'aucun messager n'aurait pu l'apporter. De la même manière que la nouvelle de la véritable âme sœur d'un roi semblait toujours voyager sur son propre courant. Un oméga sans nom de maison était entré volontairement dans les mains d'un traître et en était ressorti en loup. À la tombée de la nuit, les blessés avaient été soignés, les prisonniers sécurisés. Et la grande salle, brûlée, brisée et debout, avait commencé lentement le long travail de reconstruction. Pour devenir quelque chose de digne de ce qui s'y était passé. Karina resta longtemps au bord de l'estrade en ruine, avant de laisser quiconque la conduire pour se reposer. Elle regardait l'endroit où, 5 mois plus tôt, elle avait tourné le dos à un roi et était sortie sans y être invitée. Cette fois, pensa-t-elle, elle y retournerait selon ses propres termes, et elle avait l'intention que ce soit la dernière fois que quelqu'un dans cette salle prenne son silence pour une reddition. Les conséquences prirent des jours à se calmer, et encore plus longtemps à être pleinement comprises. Le seigneur Cashan Thorne fut exécuté pour trahison dans la semaine. Ses terres furent réintégrées à la couronne. Son nom fut rayé des registres d'honneur que sa famille avait mis 3 générations à bâtir. Sable, dépouillé de son nom de maison et d'une grande partie de son ancienne fierté, ne fut pas exécuté à ses côtés. Karina avait plaidé pour cette miséricorde elle-même, malgré les objections silencieuses d'Osric, au motif qu'une femme à qui son propre père avait donné une lame en lui disant que c'était le seul moyen de compter, n'était finalement pas la véritable architecte du complot contre eux. Sable fut exilé à la place dans les lointaines contrées du Nord, ses ambitions aussi étroitement liées que son loup, laissé à construire la vie plus tranquille qu'elle pourrait à partir des décombres que son père avait fait de ses choix. Hetty, quand Karina trouva enfin le chemin des cuisines ce premier soir tranquille, la serra dans une étreinte si féroce qu'elle faillit lui couper le souffle. « Je te l'avais dit, ma fille, » dit la vieille femme d'une voix épaisse dans ses cheveux. « Relève le menton. Un loup sent la peur avant de la voir. On dirait que tu as cessé d'avoir peur bien avant que nous ne le remarquions. J'ai eu peur chaque jour, » admit Karina, riant d'une voix mouillée dans l'épaule de la vieille femme. « Eh bien ?» Hetty recula pour la regarder, lui prenant le visage entre ses 2 mains enfarinées. « Avoir peur et être gouverné par la peur sont 2 choses très différentes, enfant. Tu ne l'as jamais laissé te gouverner. Ni à la cérémonie du choix, ni dans cette petite chaumière en ruine, dont j'ai entendu 3 versions différentes de 3 gardes différents, chacune plus folle que la précédente. » Rick trouva Karina et Torren près de l'estrade en ruine ce même soir, son visage grave malgré la victoire. « Madame, » dit-il en s'agenouillant brièvement, « je vous dois des excuses que j'aurais dû présenter il y a des mois. Quand le roi m'a dit la vérité pour la première fois, et que j'ai laissé la peur nous garder tous les 2 silencieux trop longtemps, je me disais que je vous protégeais tous les 2. Je comprends maintenant que le silence protège très peu au final. Vous êtes venu pour moi quand ça comptait, » dit Karina, posant brièvement une main sur son épaule pour le faire se relever. « C'est suffisant, Osric. »
Plus que suffisant. Cette nuit-là, dans les appartements royaux où Karina n'avait jamais été autorisée à entrer en tant que servante, Taurine s'agenouilla devant elle et inclina la tête pour exposer sa gorge, le vieux geste ancien d'un loup s'offrant entièrement à son âme sœur. « Réclame-moi, dit-il doucement, correctement cette fois, là où rien ne peut être repris, là où aucune menace, aucun conseil et aucune couronne ne peut décider pour nous deux, plus jamais. » Le loup de Karina, encore nouveau et étrange en elle, guida ses mains sans hésitation. Elle pressa sa bouche à la jonction de son cou et de son épaule et laissa ses dents trouver la marque qui attendait là. Le lien qui avait vécu brisé et brûlant entre eux pendant 5 longs mois se referma enfin complètement. Elle sentit tout à la fois, chaque nuit blanche qu'il avait passée à chercher, chaque prière qu'il ne croyait pas mériter de faire, chaque moment de chagrin qu'il avait porté seul, plutôt que de risquer sa sécurité en le partageant trop tôt. Et il la sentit en retour, sa peur, sa fureur, son refus obstiné de laisser le monde la voir se briser. Et sous tout cela, un amour qui ne s'était jamais vraiment éteint, peu importe à quel point elle avait essayé de l'étouffer dans un village qui n'existait sur aucune carte. Quand elle se retira enfin, ils étaient tous les deux en larmes. « Ma reine, » dit Thorin contre ses lèvres. « Mon roi, » répondit-elle. « Et Thorin, si jamais tu décides à nouveau tout seul de ce que je suis assez forte pour porter, je te rappellerai exactement comment une Oméga a appris à se transformer. » Un rire s'échappa de lui, rauque et incrédule, et entièrement heureux. Je n'attendrai rien de moins. 3 semaines plus tard, les 9 meutes se rassemblèrent sous les chevrons reconstruits de la grande salle pour assister au lien formel du roi Alpha Thorin Ashville et de la reine Karina de la Garde de Fer. Elle portait du blanc, la même soie cérémonielle qui lui avait été refusée la nuit de la cérémonie du choix. Quand une robe grise et les yeux baissés d'une servante étaient tout ce que le royaume croyait qu'elle méritait. Cette fois, elle se tenait à côté de Thorin sur l'estrade elle-même, pas à son bord. Sa marque était visible sur sa clavicule, assortie maintenant à la fraîche cicatrice de réclamation à sa gorge. Toutes deux visibles pour chaque loup dans la salle. Une voix s'élève-t-elle contre ce lien, appela la prêtresse, faisant écho aux mots qui avaient autrefois brisé le cœur de Karina dans cette même pièce. Le silence répondit. Pas le silence stupéfait du choc cette fois, mais quelque chose de plus proche de la révérence. 1 millier de loups qui avaient vu une Oméga sans nom de maison devenir la femme qui était entrée volontairement dans les mains d'un ennemi et avait transformé l'impossible en vérité. Qu'il soit donc su, dit la prêtresse, que le trône de la Garde de Fer est réclamé entièrement et pour toujours par un couple lié. La salle éclata. Pas la célébration creuse d'un mariage politique scellé pour l'avantage, mais quelque chose de plus chaud, de plus fort, de réel. Karina, en l'écoutant déferler sur elle, pensa à la dernière fois que cette salle avait rugi comme ça, et elle se permit enfin de laisser complètement ce souvenir s'en aller. Hedy pleurait ouvertement au premier rang. Osric, debout à l'épaule du roi en tant que premier bêta, se permit le plus petit et le plus fier sourire que Karina ait jamais vu sur son visage usé. Même Fena avait fait le long voyage depuis Val-Cendré. Les yeux écarquillés devant la taille de la salle dont elle n'avait entendu parler que dans les récits des marchands. Elle tira sur la manche de Karina après pour demander dans un murmure féroce si Reine viendrait encore lui rendre visite maintenant qu'elle était apparemment une reine. Chaque saison, lui promit Karina, et elle le pensait. 1 mois plus tard, Karina donna naissance à des jumeaux, un garçon avec les cheveux sombres de son père et quand il riait, le plus faible scintillement de lumière dorée dans ses petites paumes. Une fille dont les yeux, même en tant que nourrisson, semblaient attraper et retenir la lumière des étoiles, et dont la première transformation, des mois avant qu'un enfant loup n'en soit capable, produisit une fourrure blanc argentée, exactement comme celle de sa mère. Thorin les tint tous les deux la nuit de leur naissance, des larmes coulant librement sur un visage qui avait autrefois été sculpté dans la pierre, et le chagrin en égale mesure. « Merci » murmura-t-il à Karina, la voix brisée, de ne m'avoir jamais laissé décider qui tu avais le droit d'être. Ni cette nuit-là, ni depuis. Karina leva la main et traça la marque de réclamation guérie à sa gorge, se souvenant d'une fille en robe grise qui avait autrefois souri à travers un cœur brisé et franchi des portes sans permission. « Tu ne m'as pas entendu la première fois non plus, n'est-ce pas » dit-elle doucement. « Pas vraiment.
Non, admit Torin. Il m'a fallu presque tout perdre pour enfin comprendre ce que tu me disais réellement cette nuit-là. Et qu'est-ce que c'était? Que tu ne serais jamais assez petite pour le confort de ce monde, dit-il, peu importe combien de fois il a essayé de te forcer. À l'extérieur de leur fenêtre, les loups de la garde de fer élevèrent leur voix ensemble dans un long hurlement de célébration qui roula sur les montagnes et ne s'arrêta pas pendant un très très long moment. Les années qui suivirent ne furent pas sans difficulté. Un trône reconstruit sur l'honnêteté devait encore faire ses preuves auprès de seigneurs qui se souvenaient d'un roi différent, prudent et lent à faire confiance à une reine Oméga dont aucun d'eux ne comprenait pleinement le pouvoir. Il y eut des sessions du conseil où les vieux préjugés montrèrent les dents, et des nuits où Karina se réveillait encore de rêves d'une robe grise et d'une salle silencieuse, sa main volant à sa clavicule avant de se souvenir que la marque là-bas s'était depuis longtemps guérie en quelque chose de stable au lieu de hurlant. Torin ne laissa jamais passer ses nuits sans s'asseoir à côté d'elle dans le noir, attendant que sa respiration ralentisse, ne disant rien jusqu'à ce qu'elle soit prête. Hedy s'installa dans les cuisines royales, comme si elle y avait toujours appartenu, terrorisant les jeunes cuisiniers et gâtant le jeune prince et la jeune princesse avec le même amour féroce et inébranlable qu'elle avait autrefois dépensé pour une servante sans autre endroit où aller. Osric servit comme premier bêta pendant encore une décennie, bourru et stable, et il était, de son propre aveu silencieux, plus fier du jour où il avait frappé à la porte d'une chaumière à Val-Cendré, et dit, s'il vous plaît, que de n'importe quelle bataille qu'il avait menée avant ou depuis. Une petite habitude de courtoisie, aimait-il à dire, qui avait fini par compter beaucoup plus que quiconque ne s'y attendait. Des nouvelles vinrent des contrées du Nord quelques années plus tard. La femme exilée autrefois connue sous le nom de Sablethorn s'était construit une vie tranquille, en formant des guérisseurs parmi les villages frontaliers. Ses mains brûlées étaient plus stables avec un bandage qu'elles ne l'avaient jamais été avec une lame. Elle écrivit à Karina une fois. Une seule lettre, brève et prudente, la remerciant pour une miséricorde qu'elle disait ne toujours pas comprendre entièrement méritée. Karina garda la lettre. Elle ne la montra à personne, pas même à Torin, mais elle y répondit finalement d'une main bien plus douce qu'elle ne l'avait cru autrefois devoir. Fena grandit, épousa l'apprenti forgeron, après tout, et visita la capitale 2 fois par an exactement comme promis, arrivant toujours bruyamment et à l'improviste par les portes d'entrée. Toujours accueillie personnellement par une reine qui ne laissa jamais un garde renvoyer sa vieille amie à la porte. Lors de sa première visite, debout, les yeux écarquillés, dans la grande salle reconstruite, Fena avait enfin compris la vérité qu'elle avait à moitié soupçonnée depuis le début, et elle avait simplement ri jusqu'à en pleurer, déclarant qu'elle avait toujours su que Ren cachait quelque chose de bien plus grand qu'un mari mort derrière ses mains de guérisseuse prudente. Une nouvelle ère avait commencé. Un couple d'âmes sœurs véritablement unies siégeait sur le trône. Non pas parce qu'un conseil l'avait arrangé, et non pas parce qu'une menace l'avait forcé, mais parce qu'une femme à qui on avait autrefois dit qu'elle ne valait pas la peine d'être choisie avait refusé à chaque tournant de cesser de se choisir elle-même. Les portes de la garde de fer, à partir de ce jour, n'eurent plus jamais besoin de demander la permission de s'ouvrir pour elle. Et elle non plus, plus jamais. J'espère que cette histoire vous a marqué longtemps après la fin. Si vous l'avez appréciée, s'il vous plaît, mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables, et partagez votre propre fin dans les commentaires. J'ai hâte de lire ce que vous imaginerez. À la prochaine.